Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée et dernière journée du colloque Enjeux capitalisme. Donc là, on est vraiment en bimodal. Il y a des personnes dans la pièce. La caméra va filmer les personnes dans la pièce. Mais les participants et participantes de ce matin seront en Zoom, car ne pouvant pas se rendre à Montréal. Donc, on va commencer la première présentation de Victor de Fernez. Alors, excuse-moi si j'ai mal prononcé. Après une licence en cinéma et une expérience chez Gamecult, le site de référence, Victor de Fernez s'est donc réorienté dans un master en infocom. Puis s'est lancé dans l'aventure du doctorat. Ses recherches se concentrent sur les représentations du monde du travail dans l'industrie du jeu vidéo, avec une attention particulière portée aux organisations syndicales. Bonjour, Parfait. bonjour. J'espère qu'on m'entend bien. On t'entend très bien. Et puis, on Parfait. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Victor de Ferney. Je suis doctorant en première année, du coup, en information en communication au Centre de recherche sur les médiations, du coup, le CREM. Et je suis encadré par Nicolas Hubé et Laurent Di Filippo, qui sont tous les deux au CREM également. Et donc, très rapidement, mon sujet de thèse, du coup, s'intéresse au discours et aux représentations syndicalistes dans le jeu vidéo. Et du coup, j'en profite pour dire qu'au CREM, moi, je suis dans l'équipe Praximédia, donc qui regroupe des chercheurs et des chercheuses et des doctorants et doctorantes travaillant sur le journalisme, les productions médiatiques et les structurations et dynamiques des espaces publics, ainsi que les productions des représentations sociales et politiques. Et donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long, finalement, de ma thèse et même de la présentation que je vous fais aujourd'hui. Voilà, et j'en profite aussi, du coup, pour remercier UCAM et tous les étudiants de l'UCAM qui me permettent de participer et finalement, de faire d'un des trucs que je préfère, à savoir parler de disco-vision. Voilà. Euh, donc, euh, quelques éléments de contextualisation. Moi, mon hypothèse de base, c'est que analyser les discours et les représentations des jeux permettent d'en proposer des analyses politiques, sociales et culturelles, et qu'elles permettent de mieux saisir et de mieux comprendre afin de mieux les interpréter via la méthodologie d'analyse de discours, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Donc le but, c'est de considérer les fictions comme les supports privilégiés de revendications politiques et de leur prêter un pouvoir sur le réel. Voilà. Et donc très rapidement, mon plan, voilà. On va revenir en premier sur la méthodologie d'analyse de discours et comment justement est-ce qu'on peut l'appliquer à du jeu vidéo. Et enfin, on va un petit peu analyser un élément particulier de ce que je considère être une des formes de discours critique dans Disco Elysium. Voilà. Donc, je me permets juste de mettre ça en plein écran. Voilà. L'analyse de discours, du coup, c'est une discipline, un champ institutionnel qui s'intéresse au discours comme production verbale en relation dynamique avec un contexte, un cadre social, historique, politique, qui le détermine en contraint et qui, du coup, cherche à mettre au jour ses contraintes et ses déterminations. Et en fait, c'est là qu'on retrouve aussi, du coup, ce que je disais en présentant l'équipe Praximédia, à savoir une approche intégrative de la communication qui refuse de séparer les énoncés de leurs conditions sociales de production, de circulation et de réception. Pardon. Tout ça, c'est relié. Et l'analyse de discours permet, du coup, ce qui caractérise ce champ-là, c'est cette préoccupation entre un texte au sens énoncé, et un lieu social, un cadre social. Chaque chercheur a sa façon de présenter la chose, à travers du coup un dispositif d'énonciation spécifique. Le terme dispositif d'énonciation, il est très intéressant parce que déjà c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans les différentes définitions et présentation de l'analyse de discours. Et c'est justement avec ce dispositif d'énonciation que pour moi, on peut utiliser l'analyse du discours pour parler de jeux vidéo. Parce que l'énonciation, du coup, qui est le pivot entre la relation entre la langue et le monde, ça reste une construction, en l'occurrence une construction linguistique, qui du coup se compose de plusieurs éléments, un locuteur, un destinataire, un contexte et des marques d'énonciation.
Et donc du coup, ce qu'on à mon sens, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'analyse du discours à l'orée d'un objet aussi complexe que le jeu vidéo, en le prenant comme étant un dispositif d'énonciation spécifique, un peu particulier, qui nécessite du coup, de nouvelles méthodes et de nouveaux concepts, mais qu'on peut tout à fait l'utiliser, pour parler de discours et de genre de discours et cetera, de verbal et d'institutionnel. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que du coup, on peut analyser, avec l'analyse du discours, les productions des jeux à l'orée, de l'industrie qui nous regroupe tous, enfin pour vous ce matin, pour moi cet après-midi. C'est à savoir du coup une industrie dont l'imaginaire se base sur une accumulation, constante et de plus en plus massive et dont le jeu vidéo serait une forme de, marchandise idéale. Voilà. Et donc du coup, l'intérêt de confronter l'analyse du discours avec un corpus, et je reviendrai sur la notion de corpus en analyse du discours un petit peu plus tard, et le jeu vidéo, c'est de pouvoir confronter le jeu à ce champ-là, et de pouvoir analyser et critiquer les textes d'un jeu tout en considérant, sa forme un peu plus spécifique. En le considérant dans comme ce que Mangno appelle une forme de nouvelle textualité qui du coup, provoque des changements entre la forme et le fond et qui du coup suscite tout un tas de nouvelles questions et dont il est au final assez intéressant de confronter aux théories de l'analyse de discours afin de les actualiser et de renforcer le cadre théorique de l'analyse du discours, comme le précise Florea, juste dans le diaporama. Ce qui est intéressant du coup, c'est comment et avec quels éléments, quels indices, en fait, quels énoncés on peut construire des corpus de textes, de jeux vidéo, qu'on va du coup pouvoir soumettre à l'analyse de discours. Puisque l'analyse du discours, et c'est très important de le dire, se base sur des corpus, pardon, dans une démarche herméneutique, à savoir qu'elle collecte des indices qui, en regroupant, nous permettent de proposer des interprétations. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de repérer quels sont ces indices. Donc là, vous avez 3 exemples, qui, tous 3 viennent et sont liés plus ou moins à Disco Elysium. On a donc une présentation, du jeu sur le magasin en ligne, très connu Steam. Vous avez un choix de dialogue, pardon, qui se trouve au tout début du jeu et vous avez un élément de level design avec, donc un graffiti, où, si vous n'arrivez pas à lire, c'est écrit «La potence pour les riches». Voilà, ce qui du coup donne déjà un petit peu une idée de l'orientation un peu critique de Disco Elysium, mais on reviendra à ça dans la deuxième partie. Et donc en fait, tous ces indices-là, tous ces énoncés-là, moi, ils font écho avec, ce que Alice Krige, décrit quand elle parle, de la façon dont elle construit des corpus de journaux. Elle précise, que quand elle construit des corpus, elle regroupe des numéros de journaux sur papier, des, fragments de collection de journal microfilmé, des photocopies d'articles dans des revues de presse, des textes électroniques sur CD-ROM ou en ligne et du coup, elle évoque toutes les différentes formes et matérialités que peuvent prendre, des énoncés liés à des journaux. Et donc en fait, j'estime qu'on peut y accorder une logique un peu similaire, à savoir tous ces énoncés-là, et un des plus bah, qui sont tous, présentés aux joueurs d'une façon ou d'une autre, dans une boutique, dans une interface de dialogue, dans, le level design du jeu. Tous ces éléments-là, à mon sens, peuvent nourrir des corpus d'analyse de discours, enfin des corpus, pardon, qu'on peut soumettre à l'analyse de discours, pardon. Et l'exemple de la page Steam du jeu, c'est très intéressant parce que du coup, on va avoir des éléments de pure description. Comment est-ce que, les développeurs ou l'éditeur, en l'occurrence là, c'est la même chose, mais c'est pas toujours le cas, vont présenter le jeu, quels termes ils vont utiliser, quels éléments du jeu ils vont mettre en avant et aussi surtout, ce fameux système de tag qui, voilà, permet de regrouper des jeux sous divers genres, sous divers éléments. Là, en l'occurrence, vous avez, RPG, riche en récits, choix multiples, détective, qui sont du coup très intéressants parce qu'ils permettent aussi,
se créer en avance une image qu'on a finalement de ce que va être le jeu, en fait. Ces tags-là, de par leur l'existence et le fait que ce soit aussi les joueurs et les utilisatrices et utilisateurs, pardon, qui, les attribuent ou non à des jeux, permettent en fait de construire des représentations, sociales, économiques et culturelles de genres de jeux ou de jeux, de façon plus simple, dans le cadre d'une marchandisation constante, parce que c'est sur le magasin en ligne, Steam. Voilà, c'est juste encore un exemple un petit peu extérieur à ce dont je vais parler dans le reste de la communication. Mais tout ça, c'est très intéressant et pour justement analyser tout ça, j'utilise de l'analyse littéraire, et j'utilise des éléments de Bordas, Reuter et de Vincent Joux, notamment. Voilà. Hop, voilà, là, je ne vais pas avoir le temps de Du coup, la question qui se pose, c'est, finalement, comment Disco Elysium construit un discours politique qui est critique, pas juste sur le capitalisme en tant que système d'organisation économique, notamment sur ça, mais pas que, mais bien sur l'idéologie dominante de façon globale. Et du coup, ce qui est intéressant, et hop, pardon, je veux juste représenter un petit peu ce qu'est Disco Elysium pour, et les personnes qui éventuellement ne connaissent pas. Disco Elysium, c'est un computer RPG, un jeu de rôle informatique où on incarne un inspecteur qui, après, la plus grosse soirée de sa vie, oublie son identité, oublie tout son rapport au monde et se retrouve à devoir enquêter sur la mort d'un pendu découvert quelques jours plus tôt dans le quartier de Martinez, de la ville de Revachol. Voilà. Et donc, tout le but du jeu, ça va être de trouver qui a tué le pendu. Et en ce qui concerne le gameplay du jeu, c'est un RPG sans système de combat, exclusivement basé sur du texte, des lancers de dés, actifs et passifs d'ailleurs, qui sont plus ou moins influençables par de l'équipement, des caractéristiques, et un système de réflexion à assimiler qui permettent de construire des builds de personnages, etc. Donc un jeu qui du coup ne nécessite que pas de réflexe, peu de connaissances stratégiques, il n'y a pas de chiffres, et cetera. C'est quelque chose d'assez simple et d'assez accessible, pardon. Et du coup, la question qui nous intéresse, c'est celle-ci: comment Disclosure construit un discours politique critique? Et un des éléments sur lequel je veux m'attarder, dans le cadre de cette communication, c'est sur le discours politique des personnages. Et là, je vais prendre un exemple qui peut paraître peut-être un peu particulier pour ceux qui ont déjà joué au jeu, mais c'est le personnage de Néa. Le personnage de Néa, c'est un personnage qui est un tertiaire dans le jeu, qui pourrait représenter un petit peu l'analyse sémiologique de personnage de Philippe Hamon, qui n'a pas de rôle hiérarchique dans le récit. Elle aide en rien à l'enquête. À la rigueur, elle le renseigne sur le monde qui entoure le joueur, mais pas plus. Elle a un rôle à potentiel très réduit parce qu'en fait, elle, enfin, voilà, elle n'aide en rien dans l'enquête, mais elle a quelques quêtes liées à son personnage et elle a la possibilité de donner certains équipements au personnage, etc. Mais ça s'arrête là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un rôle thématique. Et ce rôle, c'est celui d'une entrepreneuse qui va non seulement parler de son entreprise à elle, mais aussi d'autres entreprises, parce qu'elle se trouve dans un bâtiment quasi en ruine où en fait il y a des cadavres d'autres entreprises qui se sont succédés et qui ont tous échoué, qui ont tous mis la clé sous la porte, à part la sienne. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre justement son rôle thématique. Par quoi il passe et comment est-ce que le jeu le représente. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Néa, ce n'est pas n'importe quelle entrepreneuse. Elle a une entreprise très précise. Elle a une entreprise de dés fantasy. Sous-entendu, c'est des dés pour jouer à des jeux de rôle. Elle fabrique des dés pour des gens dans l'univers d'Elysium qui jouent à des jeux de rôle. Et en fait, du coup, c'est très intéressant parce que euh, une, le discours entrepreneurial, donc le mythe le mythe de l'auto-entrepreneur, le mythe de la réussite sociale, qui glorifie l'entrepreneur individuel, il est incarné dans le jeu par une fabricante de dés, qui est donc l'objet dont le but, dans le cadre d'un jeu, est de représenter et d'illustrer le mieux le hasard, à savoir
à savoir du coup un dé. Et du coup, là, on est dans un procédé ironique, très intéressant, entre les propos de Néa, là vous avez quelques exemples dans le diaporama, entre sa situation au sein du quartier et finalement du monde d'Elysium. Ça fait 14 ans que je vends des dés de fantasy aux passionnés de jeux de rôle. Je ne cours pas sur les reels qui sont du coup la monnaie du jeu, mais j'ai tout de même réussi à survivre. Donc, ce décalage entre ces propos-là et finalement sa place au sein du quartier et du monde. Et du coup, on est dans un procédé ironique où l'ironisé, la cible, c'est le discours libéral dominant au sein du monde d'Elysium, via l'ironisant qui est le personnage de Néa. Euh, et du coup, l'ironie, là, elle est utilisée dans son rôle critique la plus basique, à savoir, ça permet d'attaquer et de dénoncer un point de vue en le ridiculisant. Parce qu'on fait incarner le mythe de pardon, pas le mythe, mais le rôle de l'entrepreneur à quelqu'un qui fabrique des dés, donc qui est l'objet qui représente le plus le hasard. Et du coup, là, il y a une posture qui se forme entre le personnage, enfin pardon, le lecteur et le joueur naïf, celui qui va recevoir le texte de façon littérale, qui va comprendre que oui, en fait, si elle a réussi si elle a réussi à se maintenir à faire en sorte que son entreprise fonctionne suffisamment pour qu'elle, entre guillemets, survive, hein, c'est ce qu'elle dit, c'est parce que bah voilà, elle a de l'expérience, elle a déjà connu, elle a déjà fait une boutique qui a mis la clé sous la porte, qu'elle a pu construire avec l'héritage de ses parents. Du coup, c'est à cause de son expérience qu'elle a réussi à faire ça. Et le lecteur complice, qui lui va reconnaître que finalement, oui, ça n'a pas beaucoup de sens de parler de chance et d'échec entrepreneurial dans un milieu comme celui de Martinez et dans une époque dominée par le dogme libéral. Ça n'a pas beaucoup de sens, voire même ça n'en a aucun, parce que ça ne marche pas comme ça, c'est un mythe, justement. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'en fait, elle a son point de vue sur son entreprise, mais elle a également un point de vue sur les autres au sein de ce fameux bâtiment où il y a plein de cadavres d'entreprises. Et quand on analyse un petit peu ces dialogues, elle est en fait, c'est quelqu'un qui est de très très dur envers ses autres entreprises. Là, vous avez d'autres exemples. Ils se prenaient pour des personnages historiques pour une grande destinée. Quand l'argent leur a fait défaut, ils ont commencé à s'en prendre au capitalisme. Ils disaient que les dés étaient pipés, ce qui est marrant de la part de quelqu'un qui fabrique des dés, et que les nouvelles entreprises n'avaient aucune chance de percer. Et en fait, elle parle d'une entreprise qui est une entreprise qui voulait révolutionner le jeu de rôle radiophonique au sein de l'univers d'Elysium, à savoir un studio de jeu de rôle radiophonique où en fait il devait y avoir tout un système de maître du jeu par radio, etc., qui est du coup une mise en abîme totale du studio Zaum au sein de leur propre jeu, ce qui du coup déjà est assez intéressant. Mais en fait, elle a un jugement qui est très difficile, très dur envers ce genre d'entreprise qui finalement a raté et elle estime ça normal en fait, hein. J'ai toujours considéré cet éternel recommencement comme une règle tacite du monde. Et c'est ça qui était finalement très intéressant. Et cet exemple-là, je l'ai utilisé parce que, à mon sens, cette démarche, elle illustre la grande partie de Zaum avec Disco Elysium, à savoir utiliser les personnages comme des facettes, différentes facettes de différentes idéologies. Dans le jeu, il y en a quatre: l'ultralibéralisme, le communisme, le fascisme et le moralisme, qui est une espèce d'incarnation caricaturale du discours dominant, pour faire simple. Et donc, en fait, chaque personnage du jeu illustre d'une façon ou d'une autre une facette d'une de ces quatre idéologies-là, voire de plusieurs. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que le discours, à mon sens critique, de Disco Elysium, il passe par la façon dont il arrive à nous faire comprendre la place et le rôle de l'idéologie dans les personnages, au sein de ces personnages. Parce- et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir à quel point tous les personnages sont concernés, même les personnages dont on pourrait croire qu'ils sont relativement inoffensifs.
Quand un PNJ du jeu qui s'appelle Camionneur Raciste, on découvre qu'il est fasciste, on n'est pas vraiment surpris, ça paraît normal en fait, qu'il soit fasciste. C'est pas très intéressant. Heu, Quand un personnage comme Néa qui est un personnage tertiaire et qui est un personnage relativement inoffensif, dont on pourrait croire, finalement qu'elle n'a pas grand chose à dire sur le monde qui l'entoure ou, sur sa propre existence, en fait, on se rend compte que si, qu'elle a une vision du monde et que cette vision du monde est déterminée par son idéologie et que ça se reflète même dans sa façon de parler, dans le vocabulaire qu'elle utilise et cetera, pour du coup citer, Rebol. Donc là, vous avez, un graphique, qu'on voit beaucoup, hein, avec là certains personnages du Disco Elysium, qui sont classés en fonction de leur, prétendue idéologie. Et ce qu'en fait, c'est très intéressant, c'est que des diagrammes comme ça, il y a plein de versions différentes et qu'à chaque fois que c'est posté sur Reddit, pour ne pas le citer, il y a des vraies, conversations pour savoir non, pourquoi avoir mis ce personnage ici, pourquoi avoir mis ce personnage là. Et du coup, c'est très intéressant et ça ne fait que renforcer le fait qu'à mon sens, l'un des points centraux dans Disco Elysium qui permet du coup au jeu d'avoir un discours critique, c'est sur, la compréhension de la place et du rôle de l'idéologie chez les personnages et en fait pas que chez les personnages, mais tout dans le jeu, mais dans toute la structure du jeu. Parce que l'idéologie, c'est quelque chose qui, déborde dans tout Disco Elysium, dans les quêtes, dans la façon dont on peut faire évoluer son personnage, dans le level design, dans tout le world building, etc. Et donc, pour en arriver à la fin de ma présentation, il y a 2 choses. Il y a une chose qui est intéressante, c'est, heu, la façon dont, une critique artistique qui critique le capitalisme, du coup, et d'une façon générale l'idéologie dominante, heu, finalement a une limite concrète quand elle est suffisamment lucide pour prendre acte de la capacité du capitalisme à justement récupérer tout et n'importe quoi et à annoncer la fin de toute valeur et même de toute réalité. Et en fait, ça fait totalement écho avec un dialogue très précis avec un autre personnage qui s'appelle Joyce Messier, qui est du coup, elle, une représentante de l'ultralibéralisme, si ce n'est même la représentante de l'ultralibéralisme dans le jeu, dont son chara-design est calqué sur celui de Margaret Thatcher. Euh, qui dit cette phrase qui a marqué beaucoup de joueurs et qui est un peu surutilisée même quand on parle de Disco Elysium, et elle se trouve ici, hein, je vous la traduis en français. Mais les capitaux ont la capacité de faire converger toutes les critiques vers eux, même ceux qui voudraient critiquer les capitaux finissent par le renforcer, du coup, les renforcer. Et du coup, là, on tombe finalement dans ce que Boltanski et Chapello nomment comme étant une des limites de la critique artistique, à savoir une espèce oui, une lucidité à prendre conscience que le capital va réussir à assimiler et à se nourrir de cette critique-là. Et quand on voit, et c'est là un petit peu où on rattrape avec le contexte et le contexte social, industriel, et cetera. Quand on voit finalement ce qui arrive à Zaum, en termes de studios qui sont fait un petit peu, déposséder de la licence, avec tous les problèmes qu'il y a eu vis-à-vis, de la culture du crunch, et cetera, au sein du studio, et même de la difficulté simplement à créer et à maintenir des studios que je vais qualifier d'alternatifs, à défaut d'avoir un autre terme, heu, et dans une industrie, ultra-capitalistique et cetera, finalement, on tombe exactement dans ce qu'ils décrivent là, à savoir une certaine forme d'impasse de la critique artistique, heu, qui finalement, à un moment, ne peut prendre qu'acte de la capacité du capitalisme à finalement tout absorber et à tout récupérer. Voilà. Et du coup, pour ouvrir un petit peu la présentation, il faudrait bien sûr revenir, mais ouh là, qu'est-ce que revenir sur, le rôle et l'histoire du studio au sein, bien sûr de l'industrie, du jeu vidéo, en ouvrant bien sûr même à la place qu'a l'Estonie, parce que c'est un studio à la base qui est estonien. Et en fait, même ce n'est pas même pas un studio, c'est un groupe culturel estonien qui a fait Disco Elysium. Voilà, replacer cette histoire-là dans ce contexte industriel. Prendre d'autres exemples, évidemment, d'autres industries culturelles pour justement essayer de comprendre finalement comment est-ce qu'on peut dépasser cette forme
d'impasse de la critique artistique et aussi se demander finalement, comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à adapter le concept de paratopie, de Dominique Magno à, des «auteurs» entre guillemets, pour ce que ça veut dire, d'auteurs de jeux vidéo. Et comment justement on pourrait s'intéresser à l'histoire même, et à la vie de ces auteurs-là pour comprendre leur place et finalement comment est-ce qu'ils arrivent, logiquement à ce genre de critique et à ce genre, voilà, de création. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre écoute pour des éventuelles questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présentation et également pour la présentation de la méthodologie en début de présentation qui est très appréciable. On dit pas de pile, quoi. Ok. Alors, on dit, si tu veux regarder. Ah ouais, c'est Elena la caméra. Bonjour. Initialement, je voulais justement poser une question sur ton avis sur tous les conflits qu'il y a eu à la suite de la sortie du jeu, parce qu'il y a eu des vraies histoires et tout, et donc tu les as abordées. Donc, c'est dévier ma question pour parler plus de l'approche médiatique. Tu as parlé à un moment de corpus, de choix de corpus, par exemple, pour avoir donc une sélection exhaustive de différents textes provenant de différentes sources et tout. Et j'ai aussi entendu que tu venais de Gamecult. Et alors, je voudrais savoir, dans un monde capitaliste tel que le nôtre, quel est ton avis justement sur toute la concentration de médias qu'il y a eu? Parce que Gamecult, donc ancien éminent site journalistique français, a été racheté par Grégoire. Depuis là, il y a très récemment, on a appris donc, que le groupe IGN rachetait énormément de sites, que ce soit Eurogamer, Games Industry Biz, VG247, ou même Rock Paper Shotgun. Donc, dans ce contexte-là, comment toi, sachant que la presse, surtout spécialisée jeux vidéo, est toujours plus remontée, comment tu peux encore réussir à choisir ton... Je m'informe finalement? Ouais, voilà. Alors il y a beaucoup de choses, ce qui alors déjà, enfin, ce qui est intéressant, c'est que, en l'occurrence, quand on parle de fin de Gamekult et cetera, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi les trajectoires qu'il y a eu après et la fin de Gamekult n'est finalement que le début d'autre chose et on a vu, émerger d'autres choses, des nouveaux médias ont émergé justement grâce ou à cause de la fin de Gamekult. Donc déjà ça, c'est ça l'inclusion, on va dire, et la concentration qui est toujours plus, centrale de ce genre de médias-là, en fait, elle suit aussi, il faut le dire, une logique qui est complètement même parallèle à ce qu'on voit, en fait, au niveau des studios. À savoir des grands groupes rachètent toujours plus de petits studios, pour consolider ou pas d'ailleurs, vu ce qui s'est passé chez Xbox il y a quelques semaines, jours/semaines. Heu oui, ça suit. Simplement, c'est finalement pour le capital, finalement, c'est dans une suite logique, en fait. Il s'agit aussi d'auto-alimenter un système avec toujours avec toujours les mêmes représentants. En l'occurrence, quand on parle de médias de jeux vidéo, c'est celui qui présente les Game Awards et j'ai oublié son nom forcément. Pardon? Jeff Kelly. Voilà, Geoff Kelly, bien sûr. Donc, on est dans une industrie qui, de toute façon, à plein de points de vue, est complètement malade. Et le journalisme de jeux vidéo, et c'est presque finalement, enfin, ce n'est qu'un symptôme parmi tant d'autres, en fait. Et j'en profite pour souligner le travail de mon collègue Boris Krimunki, qui lui travaille vraiment juste enfin, beaucoup sur le journalisme de jeux vidéo. Et donc, je pense que vous serez enfin, je me permets de te tutoyer. Tu serais très intéressé par ce qu'il écrit justement sur la presse de jeux vidéo. Et en ce qui concerne voilà, où je m'informe et comment je m'informe,
Honnêtement, je suis pas très, très différent de n'importe qui, hein, à savoir, effectivement, les nouveaux médias qui naissent, de par, la mort d'autres, ceux qui essayent de maintenir le plus possible une forme d'indépendance vis-à-vis des annonceurs publicitaires, de l'industrie du jeu vidéo et dans une moindre mesure aussi de leur public. Donc oui, on a Origami, on a Sumimasen Turbo, on a Canard PC, on a JV, etc. Et oui, aussi simplement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est finalement, et c'est ce que disait le rédacteur en chef de Gamecult au moment où le site a changé, c'est qu'on est tellement passé d'une information qui était rare et précieuse à l'époque pour les joueurs qui justement étaient prêts à payer pour avoir de l'information sur les prochains jeux, les annonces, etc., à une information qui est aujourd'hui tellement présente partout, tout le temps, en permanence, qui n'a plus besoin d'intermédiaires. Quelle est l'évolution en fait que doit faire le journalisme de jeux vidéo? Est-ce que c'est des enquêtes? Est-ce que c'est des choses un peu plus poussées, etc. Alors ça, j'ai pas la réponse, mais ça risque d'être assez intéressant de voir l'évolution durant les années à venir en fait. Voilà. Très, très grosse réponse, j'en ai conscience. Pardon. Merci beaucoup. Je pense pas qu'on puisse avoir le temps pour une autre question, malheureusement. En tout cas, voilà. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci à vous. Merci.